Maintenant, on va voir quelques primitives de synchronisation disponibles dans le noyau. Donc, c'est quand même important parce que vu que le noyau Linux permet différentes fonctionnalités qui permettent une exécution en parallèle avec tous des éléments, entre autres, de synchronisation en différents fils d'exécution. Donc, c'est quand même des éléments qu'on doit pouvoir connaître pour utiliser, pour définir des pilotes aussi également dans le noyau. Donc, ce qu'on sait, c'est que le noyau est réentrant. Donc, il y a des fonctions du noyau qui peuvent être exécutées de façon concurrente et réentrante. Euh, donc, les primitives de synchronisation de POSIX, là, donc entre autres, tout ce qui est des mutex et compagnie de POSIX, n'est pas disponible dans le noyau pour les mêmes raisons que la librairie C standard n'est pas disponible dans le noyau. Mais il y a plusieurs mécanismes spécifiques au noyau qui sont disponibles, qui permettent d'avoir quand même ce qu'il faut pour pouvoir se synchroniser entre les différents fils d'exécution, entre plusieurs appels d'une même fonction réentrante, par exemple. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle les entiers atomiques. Donc, c'est des entiers qu'on sait qu'on peut faire des opérations sur eux sans aucun souci par rapport à la synchronisation. Donc, ça peut être fait de façon concurrente. La façon dont ils sont définis, leurs opérations aussi, fait en sorte qu'il n'y aura pas de risque de corrompre ou de briser le traitement, rendre le traitement invalide. On a des spin locks, donc ça, c'est des attentes actives qui consomment beaucoup de ressources, mais qui peuvent être très efficaces dans certains cas. On a les mutex, donc similairement à ce qu'on a dans POSIX, on a aussi des mutex dans le noyau. On a des sémaphores dans le noyau. On peut aussi tout simplement désactiver la préemption. Donc, il y a des fonctions qu'on peut appeler qui vont faire en sorte qu'il n'y aura aucune préemption possible dans une certaine section du code. Donc, utiliser avec parcimonie. Donc, finalement, il y a des variables de complétion également qui sont intéressantes. Donc, on va tout voir ça. Il y a un autre élément aussi qu'on appelle le verrou séquentiel qu'il faut présenter parce que je trouve que c'est un petit peu plus marginal. C'est moins pertinent de voir ça, mais sinon, tous les autres mécanismes ont quand même leur intérêt pour développer pour le noyau. Donc, si on regarde l'entier atomique, ça permet de faire des opérations qui ont dit sur des entiers. Donc, on gère des entiers en soi. Donc, on peut faire des opérations sans trop de soucis. Dans le fond, on va remplacer le type C-int par un nouveau type. Donc, entre autres, il y a le type atomic underscore T qui définit dans l'entête Linux atomic.h. Lorsqu'on va définir finalement un entier atomique, ça va être de cette façon-là. Au lieu de créer un int, on va créer un atomic underscore T V. Donc, comme ça qu'on va créer notre entier atomique. Lorsqu'on va l'instancier, on va appeler la fonction une macro d'initialisation qu'on appelle atomic init avec la valeur de départ là-dedans. Donc, on va comme créer l'anti-atomic U comme étant directement l'atomic init. On va faire une assignation. Si on veut modifier la valeur de notre anti-atomique, on ne fait pas un égal comme ça. On va plutôt faire on va passer par référence la valeur qui nous intéresse avec la valeur qu'on veut utiliser, qui est genre assigné 4 AV ici, par exemple. Si on veut faire l'addition, finalement, par exemple, si on voudrait faire l'addition de 2 à V, donc V est égal à V plus 2, mais ça se fait tout simplement avec la fonction atomic add, où là, on va dire on ajoute 2 et V et on va conserver le résultat dans V. Puis si on veut faire un incrément, donc là, l'incrément, c'est de dire qu'on va faire que V est égal à V plus 1. On lui donne seulement de référence à V, puis lui va s'arranger avec ça. Si par exemple, on aimerait afficher le résultat d'un entier atomique, on peut l'afficher directement, on fait un print comme on a vu pour le noyau. Sauf que là, on va lui fournir un pourcentage D avec la valeur dans l'entier atomique V, ici, qui est passé au travers de la fonction atomic read, qui permet de le lire, cette valeur-là. Donc, la fonction atomic read a quand même l'avantage de tout encapsuler pour s'assurer que notre V est correctement lu et écrit ensuite dans les logs du noyau. Il y a plusieurs autres opérations qui sont disponibles également. Donc, avec les anti-atomiques, donc à consulter un peu le manuel. Il y a une version à 64 bits qui est disponible, donc c'est Atomic 64 underscore T. Il y a des opérations atomiques sur les bits de variables
qui est également disponible. Donc, si on veut modifier des bits de variables ou avoir des états qui sont sous forme de bits, il y a moyen de le faire aussi. Une deuxième fonctionnalité qui est disponible, c'est ce qu'on appelle les spin lock. Donc, si on regarde ça, vous voyez que c'est quand même très similaire à ce qu'on avait avec les read-write lock. Et donc, c'est une espèce de verrou tournant qui est actif. Donc, c'est une primitive d'exclusion mutuelle, comme un mutex, mais qui fait une entente active et qui va quand même consommer de la ressource beaucoup si les résultats. Donc, il n'est pas récursif dans le sens qu'il ne permet pas d'appeler d'autres fonctions. Puis, durant une attente, il va régulièrement vérifier si ce qu'il attendait, qu'il a généré, ça veut dire ce qui a produit l'événement, est traité ou à traiter. Donc, un spin lock, c'est bien pour des arrêts d'une courte durée, même, je dirais même d'une très courte durée. Donc, pour les plus grosses durées, non, ce n'est pas vraiment possible. Puis, c'est utile dans des sections critiques du noyau, entre autres la gestion, les interruptions, parce que ça permet de réduire les temps d'attente. Parce que là, si on attend sur un mutex standard, on va laisser passer notre tour, puis le noyau va comme donner la main à différents autres processus. Tandis que si on conserve, on utilise un spin lock, on ne va pas relâcher la main sur le CPU, on va garder la main, on va juste se mettre à faire des opérations dans le vide qui ne servent à rien. Donc ça a quand même un intérêt là, pour certaines parties critiques du code dans le noyau qui doit s'exécuter rapidement, puis qu'on ne peut pas attendre de se faire préempter d'aller dans la librairie pour faire, je ne sais pas moi, vérifier ou se mettre en attente, faire un yield qui va faire le tour finalement des processus actifs avant d'y revenir. Des fois, on ne veut pas faire le tour, on veut juste attendre très peu de temps. Donc, contrairement au mutex, lorsqu'on acquiert un spin lock, on n'est pas préempté, sinon ça briserait un peu l'idée vers un mutex. Puis lorsque le verrou est obtenu dans un spin lock, la préemption et les interruptions sont désactivées. Il faut quand même faire attention parce qu'il ne relâchera pas la main tant qu'il n'aura pas passé au travers. Donc, il y a des spin locks aussi de lecture et écriture, comme on voit ici, des RW lock init, avec des read, des write, avec plein de versions. Donc, ça peut être utile aussi. Sinon, il y a également les mutex. Donc, c'est quand même très similaire au mutex POSIX, sans être totalement identique. Donc, dans un mutex ici, on a pour de la fonction mutex init, mutex lock, lock interruptible, try lock, unlock, piece lock. Donc, c'est toutes des fonctionnalités de base qui nous permettent de vérifier si le mutex fonctionne bien. Sinon, dans les mutex du noyau, c'est utile, ça, lorsqu'on a une attente qui peut être assez longue, puis on a peut-être intérêt à laisser la main aux autres processus du noyau en attendant notre retour de cycle, se disant qu'il n'y a pas grand-chose à pirater là. Donc, pas grand-chose à... On peut se permettre finalement d'arrêter, on peut bloquer, on peut interrompre le fil d'exécution dans le noyau lorsqu'on fait un mutex et attendre que ça redevienne à notre tour. Donc, on est souvent dans les parties moins critiques du code. Donc, ça fait opposition au spin-lock qui, eux, au contraire, visent à garder la main puis à s'exécuter très rapidement. Donc, c'est deux primitives de synchronisation très similaires conceptuellement, mais qui ont été définies pour deux contextes très différents. Donc, ça, les mutex sont utilisables dans la partie préemptive du noyau. On a aussi les sémaphores. Donc, les sémaphores, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de ressources, puis on peut les appeler jusqu'à temps que ça va toujours bloquer. Donc, ça va se remplir, après ça va bloquer. On peut possiblement avoir des modèles où on a un certain nombre de places et où on va enregistrer des choses. Donc, on va enregistrer des ressources. Puis, à chaque fois qu'on enregistre, on va faire finalement un down. Puis, une fois qu'on a atteint le maximum de ressources, on va bloquer. Donc, on ne va pas permettre les fils supplémentaires de s'exécuter.
Puis si on met val est égal à 1, mais ça revient à un mutex, essentiellement. C'est très similaire à un mutex. Quand val est égal à plus que 1, là, on voit que ce n'est pas la même chose. Une chose qu'on peut faire aussi dans le noyau, dans les parties de code critiques, c'est de désactiver la préemption. Juste dire que la préemption n'est pas possible dans ce bout-là. C'est intéressant aussi parce que ça évite tous les problèmes. Donc là, on va se mettre à avoir toute la main pour continuer notre exécution jusqu'à temps qu'on réactive la préemption. Donc ça peut être appelé récursivement, dans le sens que si on appelle un preempt disable, par exemple, pour un bout de temps, où on désactive ça, on fait des traitements. Puis dans ces traitements-là, on le refait de nouveau, puis on le refait de nouveau. Ça va, ça peut être appelé récursivement, donc on va pouvoir on va dire relâcher jusqu'à temps qu'on arrive à la section critique où là, on doit relâcher pour pouvoir s'exécuter. Donc, sinon, il y a des variables de complétion aussi. Donc, un patron fréquent, c'est dire que lorsqu'une tâche se termine, on veut attendre que la tâche se place avant de poursuivre la tâche courante. Donc, il y a 3 fonctions pour faire ça, soit l'init completion, wait for completion ou complete. Donc, avec ça, on est capable de définir si on a défini, puis s'il y a des attaches qui attendent sur le fait qu'on a fini, bien, ils vont le voir aussi. La variable de complétion permet de signaler toutes les tâches en attente d'un résultat ou d'une autre tâche.